Hey, ça fait un bail! Je suis tellement content de vous revoir que j'ai envie de vous parler d'une jeune fille de 15 ans qui a survécu à une apocalypse nucléaire qui a coûté la vie à plus de la moitié de la population humaine ainsi qu'à plus de la moitié de la population animale et qui se retrouve confrontée à un psychopathe qui tente de la tuer car elle refuse de s'accoupler avec lui! Oh. Dans ma tête, ça sonnait vachement mieux en fait. J'imagine que la plupart des gens ayant grandi comme moi dans les années 90 se souviennent avec émotion des dessins animés de Don Bluth, cet ancien de chez Disney qui a décidé de monter son propre studio d'animation afin de proposer au public des métrages différents de ceux de la petite souris en culotte rouge. Des chefs-d'œuvre comme Charlie, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Anastasia, Pousselina, Fievel et le Nouveau Monde, Rocco et surtout Brisby et le Secret de Nîmes. Ce film en particulier a marqué profondément mon enfance et j'ai dû en mater la VHS des centaines de fois entre 1992 et 1997 avec mes sœurs. Et je vous en supplie, dites-moi que je ne suis pas le seul à réellement comprendre l'expression Madeleine de Proust lorsque j'entends cette chanson. Pour l'amour d'un enfant, arrêtez le temps et la ronde vagabonde des tourments. Maintenant, vous êtes en droit de vous demander pourquoi je vous parle de ça. Pour la simple et bonne raison que Brisby et le Secret de Nîmes était à la base un roman de Robert C. O'Brien. De son vrai nom, Robert Leslie Conley. O'Brien était le nom de sa mère. Ce monsieur, né en 1918 à Brooklyn, a été journaliste, reporter et directeur adjoint du National Geographic Magazine. En 1960, il développe un glaucome, une maladie qui endommage les nerfs optiques et peut entraîner une perte de la vision. Et pour s'éviter de longs trajets en voiture, il déménage avec sa famille à Washington pour se rapprocher de son boulot. Et c'est durant cette période où Robert commence à écrire des histoires pour enfants. Anecdote, s'il choisit de prendre un pseudonyme, c'est parce que son contrat avec National Geographic lui interdit de publier quoi que ce soit sous son propre nom. Ainsi, en 1968 sort A Silver Crown, et en 1971, Mrs. Frisby and the Rats of Nîmes, qui remporta la Newbery Medal l'année suivante et l'assoit en tant qu'auteur à part entière, lui permettant de faire publier cette même année A Report from Group 17, un roman plus sombre et destiné aux adultes traitant des armes biologiques et d'une résurgence du nazisme en Europe. Malheureusement, Robert décède en 1973, alors en pleine rédaction du roman dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui fut terminé par sa fille, Z for Zachariah. L'histoire, en 2 mots. Enfin, plus ou moins. Lorsque t'es une jeune fille et que DSK débarque dans une tenue anti-radiation, fais-lui un coup de pied. Ça t'évitera beaucoup de désagréments. Et maintenant, l'histoire un tout petit peu plus détaillée. C'est délicieux. Dans Z comme Zachary, nous faisons donc la connaissance d'Anne, 15 ans, et dernière survivante d'une étrange guerre bactériologique dont nous ne saurons pas grand-chose de plus, car le livre est écrit à la manière d'un journal intime, celui que tient la jeune fille, ce qui est un procédé extrêmement intelligent pour nous permettre de nous attacher au personnage principal rapidement, et ainsi, ce que nous savons du monde ne tient qu'à une seule chose, ce que Anne sait. Anne vit donc seule dans la ferme de sa famille, dont tous les membres sont apparemment décédés. Elle survit de son mieux dans la vallée des Burdens, qui est entièrement saine, c'est un Éden. Il y a quelques animaux, des oiseaux, des poissons, la terre y est cultivable et l'eau potable. Or, Anne a le sentiment que quelque chose se trame, que quelqu'un est sur le point d'arriver. Elle a vu des colonnes de fumée au loin, et très vite ses soupçons sont vérifiés lorsqu'un homme dans une combinaison anti-radiation arrive dans la vallée en tirant derrière lui un lourd chariot en acier. Apeurée, la jeune fille se cache dans une grotte surplombant la vallée et observe le nouveau venu pendant quelques jours durant lesquels elle le voit analyser l'air avec ses appareils et constater que l'atmosphère y est respirable. Anne, partagée entre l'excitation de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau et la peur que suscite logiquement cet homme, le voit plonger dans un étang en bordure de la vallée. Mais l'étang étant irradié, il finit par tomber malade, et c'est là qu'Anne intervient. Terrorisée par la simple idée de se retrouver seule à nouveau, elle le soigne, finit par l'installer dans la maison alors qu'il est en proie de terribles fièvres et lui sauve la vie in extremis. Durant ses délires, elle apprend à connaître ce dénommé Loomis. Il était autrefois chercheur dans un laboratoire et semble hanté par un certain Edward. Quelque chose s'est passé entre ces deux hommes dans un abri où ils s'étaient enfermés au début de la guerre.
Lorsqu'enfin Loomis retrouve sa lucidité, elle se rend très vite compte qu'il est paranoïaque, qu'il a tué Edward pour l'empêcher de récupérer la tenue anti-radiation, et cela l'inquiète. Pourtant Anne décide de continuer malgré tout à prendre soin de lui. Si, une fois sur pied, il commence à lui expliquer qu'il serait simple de rétablir l'électricité, ses sautes d'humeur fréquentes commencent à l'effrayer. Il lui donne des ordres et s'ingère dans sa manière de gérer les ressources, de planter, jusqu'au moment où il tente de la violer. Et Khan s'enfuit dans la vallée. Commence alors entre eux un face-à-face glacial, car Loomis conserve bel et bien la maison, mais ne sait pas s'occuper des bêtes et de la terre. Et bien que dissimulée dans sa grotte, la jeune fille a besoin de s'alimenter. Je ne vais pas vous dévoiler la suite de ce roman, car bien qu'il soit plutôt compliqué à trouver en français, je pense sincèrement que sa lecture en vaut le coup. De par ses thèmes et ses questionnements sur la nature humaine, du rapport homme-femme, de l'allégorie flagrante du jardin d'Éden souillé par l'inconnu, nous pouvons même facilement en déduire que Adam apporte le malheur à Ève, que la science et la rationalité détruisent la naïveté et la simplicité. Du huis clos étouffant et du parcours initiatique que vit Anne. Il y a aussi un grand suspense lors du dernier quart du livre, lorsque la confrontation finit par avoir lieu. Donc je vous le conseille, ce ne sera pas la lecture du siècle, mais un bon moment. Et même, je le conseillerais à des adolescents sans problème, ce sera toujours plus intelligent que Twilight. A savoir que le livre a été adapté 2 fois à l'écran. En 1984 par la chaîne anglaise BBC dans un téléfilm vraiment très fidèle à l'œuvre originale. Vous pouvez le trouver dans son intégralité sur YouTube. Et il y a eu une seconde adaptation en 2015. En France, le film est sorti sous le titre « Les Survivants » et prend énormément de liberté par rapport au texte. La plus grande étant l'arrivée d'un 3e personnage interprété par Chris Pine. Dans le rôle d'Anne, nous retrouvons Margot Robbie, la Smexy Harley Quinn de Suicide Squad, et dans celui de Loomis, Chiwetel Ejiofor. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je fais de mon mieux. Les acteurs sont solides, les changements intéressants, et la conclusion, bien que différente, reste logique et beaucoup plus sombre. Bon, ben c'est tout pour moi, et cette nouvelle formule de la chronique. J'ai du nouveau matos, donc je vais pouvoir reprendre doucement un rythme plus régulier pour les vidéos. Et comme vous avez pu le voir, je commence à prendre en main Final Cut. Donc ce n'est pas encore parfait, mais j'apprends. Et il faut que j'investisse dans un micro et une caméra potable. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur, et vous souhaite d'agréables lectures. Oh, ça me manquait de dire ça, ça me manquait. L'aventure laisse aux blessures un goût de miel.